Bienvenue à toutes et à tous en ce mardi 5 avril, journée officielle qui, à Montréal comme à Victoriaville, était, je pense bien, la première vraie journée printanière. Parfaitement à propos pour la journée d'aujourd'hui, pour le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui, un printemps de course route. Ici Olivier Roy-Baillargeon, athlète entraîneur pour le coaching du coureur. Merci de vous joindre à nous pour cette rencontre avec notre athlète-entraîneur, mon collègue Guillaume Ouellette. Salut Guillaume, merci d'être là ce soir. Comment ça va? Salut Olivier, ben ça va super bien, mais toi-même, je pense on parlait tantôt que les deux, je pense qu'on a profité de la belle journée, fait tout le monde est heureux, là. Exactement, j'espère que c'est le cas de tout le monde aussi à la maison qui nous regarde ce soir. Le soleil vient juste de se coucher, on tombe sur un bon moment, là, les jogs de la journée devraient être terminés. Donc, vous présenter brièvement. Aujourd'hui, on veut discuter, d'abord faire connaissance avec Guillaume pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaissaient pas encore. Moi-même, je dois dire que je ne le connais pas beaucoup. Je vais apprendre à le découvrir sous d'autres facettes avec vous ce soir. Donc, si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour les lui relayer pour que tout le monde ensuite puisse apprendre à le connaître aussi bien que lui-même. On va discuter aussi de son expérience d'athlète paralympien qui s'est rendu aux Jeux paralympiques à Tokyo l'été dernier pour participer aux 5000 mètres. Donc, on va avoir un retour sur cette expérience-là, un retour rare, en fait, d'athlète paralympique. Puis, on va aussi discuter du 5 km Guillaume Ouellette qui sera présenté à Bonjour Printemps de Victoriaville en son honneur et se servir de ça comme prétexte pour aborder de façon plus générale la saison de course sur route qui débute très, très bientôt chez vous, chez nous, dans une grande ville, partout au Québec, enfin depuis 2 ans maintenant. En fait, c'est notre premier printemps de course sur route depuis 2019. Oui, c'est vrai, on l'oublie, là, mais je pense qu'on dirait on en profite, mais il va falloir le savourer, je pense, plus qu'on pense, parce que les 2 dernières années, ça a été difficile, là. Exact. Je pense que ça va nous aider à le savourer. De savoir aussi que c'est jamais trop sûr si on va avoir un vrai automne de course sur route. Aussi, oui, on prend rien pour acquis maintenant, je pense que c'est ça qu'on peut se dire. Non, exactement. Donc, Guillaume, pour ma gouverne et pour aussi le bénéfice de nos auditeurs, auditrices en ce moment, quand est-ce que tu as commencé à courir? Qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied? Qu'est-ce qui t'a donné la passion de la course? Ben, je dirais que c'est vraiment, dans ma vie, c'est un peu en deux. J'ai eu comme 2 phases de course à pied, là, la première très initiée, vraiment une première initiation à la course, là, c'était quand j'étais à l'école secondaire. J'étais un gars qui touchait un petit peu à tous les sports. Je jouais beaucoup au hockey à ce moment-là, mais j'aimais ça, faire tous les sports. Puis il y avait de l'athlétisme, puis j'ai décidé d'en faire un petit peu. Parce que j'avais des amis qui en faisaient, puis j'ai dit, bon, je vais essayer. Mais je n'étais vraiment pas très assidu. J'y allais une fois de temps en temps aux pratiques. Puis j'ai pris part à peut-être 3 ou 4 compétitions que j'ai pas mal toutes détestées. J'ai vraiment pas aimé ça. Ça a été, je pense que j'ai fait des 800 mètres, des 1500 mètres, puis j'ai même fait une course de cross-country de, je crois, 4 ou 6 kilomètres. Puis dans les 3 cas, là, ça n'a pas été une expérience agréable. Mais avec un peu de recul, j'ai comme tous les autres côtés. Là, quelques années plus tard, c'est vraiment là que j'ai repris goût. J'ai pas repris goût, j'ai pris goût à la course. Je m'étais inscrit en fait en 2010, comme probablement bien des gens dans le club qui sont avec en coaching privé, avec le coaching du coureur. Mais en fait, je me suis inscrit aux 10 km du marathon d'Ottawa. En janvier, j'avais comme objectif de courir mon premier 10 km. Puis j'avais 24 ans à cette époque-là. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de courir en bas de 40 minutes. J'ai essayé ça, puis j'ai commencé à m'entraîner un petit peu tard, comme bien des gens aussi. L'entraînement en hiver, c'était pas facile. Donc, j'ai commencé vraiment au mois de mars, là, environ. Puis j'ai commencé à faire, j'étais dit, il faut que je m'entraîne 4 fois par semaine. Je vais courir
je vais faire des jogs 3 fois par semaine, puis je vais faire après une séance d'intervalle aussi à chaque semaine. Puis je faisais presque tout le temps la même distance, presque tout le temps la même séance d'intervalle. Puis ben, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Mais j'ai quand même aimé le processus, tu sais, tu sais, de se donner un objectif, de s'entraîner, de se donner des moyens pour réussir à atteindre son objectif. Tu sais, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumé dès le début. Puis j'ai poursuivi tout l'été après. Puis vers la fin de l'été, là, dans la défunte Coupe 10-30, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, c'est là que j'ai réussi à faire mon premier 10 km en bas de 40 minutes. Puis j'étais vraiment content. Là. Fait que c'est comme ça que tout a commencé. Là. Ouais. Pour un gars qui, aujourd'hui, court un 5 km en bas de 3 minutes au kilo, ça donne le vertige de penser que tu as eu de la difficulté un jour dans ta vie à courir un 10 km en bas de 4 minutes au kilo. Ah ouais, le premier à Ottawa, là, c'était, je me rappelle, là, je pense que j'avais fait 41-30 quelques, je pense, puis j'ai payé, là, tu sais, ça a été tough, là. Puis, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je vais jogger à ce rythme-là, là. C'est ma zone 1, là, je dirais, là. Fait que non, Ouais. c'est fou comment, quand on se donne des moyens, puis qu'on est patient, puis qu'on progresse lentement, mais sûrement, puis que, ben, aujourd'hui, ça devient un autre style de vie complètement, là. Puis là, combien ça fait d'années depuis le moment où tu as repris et que tu es assidu dans ta progression? Je dirais je dirais l'année 2010, ça a été vraiment tu sais, l'initiation à la OK. course. Mais assez vite, tu sais, justement en 2010, j'ai joint à l'automne, j'ai joint l'équipe de cross-country du Cégep de Victoriaville. Ça a comme été ma première. Je faisais un retour au Cégep, puis j'avais été à l'université, puis là, j'avais décidé d'aller faire un programme technique euh, au Cégep de Victo. Puis c'est là que j'ai rencontré, je savais qu'il y avait une équipe de cross-country, puis c'est là que j'ai rencontré mon premier entraîneur, Jacques Hens. Puis là, c'est vraiment là que j'ai commencé à suivre un plan d'entraînement, quelque chose de plus structuré. Puis j'ai vraiment progressé. Je dirais à chaque mois, pratiquement, je progressais. J'avais une bonne capacité à répondre à l'entraînement, ce que, sans être un talent hyper naturel, je répondais bien à l'entraînement. Fait que, tu sais, je dirais 2011, là, ça a pas mal été ma première vraie année d'entraînement. Là. Donc, tu sais, je dirais, ça fait 11 ans, là, pratiquement. Là, ouais. Ouais. Et à partir de quel moment tu as compris que c'était une possibilité pour toi d'aller représenter le Canada aux Jeux paralympiques un jour? Ben, ça a été, ben, tu sais, on n'a pas parlé, je dirais, de tout, tu sais, les Jeux paralympiques, comment ça a commencé, tout ça. Là. Ben, en fait, ça a commencé un petit peu, tu sais, parce que moi, j'ai une maladie qui touche la rétine, qui est, dans le fond, une maladie de la vision. Parce qu'aux Jeux paralympiques, il y a plein de types d'handicaps. Il y a des gens amputés, il y a des gens qui ont eu des lésions à la moelle épinière, il y a des gens en fauteuil roulant, des coureurs debout, des coureurs handicapés visuels comme moi. Il y a vraiment plein de catégories, là. Puis moi, dans le fond, à l'âge de 18 ans environ, un petit peu début du cégep, j'ai appris que j'avais une maladie de la rétine qui faisait que mon champ de vision allait graduellement diminuer. C'est une maladie qui est dégénérative. Puis, je dirais au début tu sais, de 18 ans, justement, à 24 ans, ça n'a pas été quelque chose que tu sais, j'avais toujours pensé à peut-être un jour aller aux Jeux paralympiques, mais tu sais, c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose d'entamer le processus, puis de dire j'aimerais ça y aller, puis m'entraîner en conséquence aussi, là, parce que ça se fait pas tout seul. Là. Donc, c'est drôle. Puis, c'est un drôle de hasard qu'on tu sais, qu'on se parle ce soir parce que c'est un peu dans les semaines après, je me rappelle, Maxime Leboeuf, qui est comme tu sais, qui est un des fondateurs du coaching du coureur. C'est un ami d'enfance. Puis, je rappelle un dîner qu'on avait eu ensemble suite à cette annonce-là. Tu sais, puis, je rappelle, on s'était dit à la blague, tu sais, un jour, je vais aller aux Jeux paralympiques. Puis, je me rappelle encore, c'était où, ce dîner-là. Puis Maxime, à ce moment-là, lui, était sur l'équipe nationale de biathlon. C'était un modèle d'activité physique pour moi. Fait que, bref, ça a commencé un peu par là, ce rêve-là. Puis après ça, ben, j'ai commencé à m'entraîner pour de vrai, justement en 2010. Puis c'est vraiment en 2012 là, que, un peu à la dernière minute, je me suis rendu compte, ben, il y a des Jeux de Londres cette année. Puis c'est là que j'ai entamé le processus. Tu sais, ça faisait déjà 2 ans que je courais plus sérieusement.
Je progressais aussi beaucoup. Puis j'ai donc décidé d'essayer de tout faire parce qu'il y a quand même beaucoup de paperasse, des tests, des tests avec des médecins, des tests de champ visuel à faire. Il y a plein de savoir où aller. C'est pas évident, là. Donc, c'est vraiment là que j'ai entamé les démarches. Ça a pris quelques mois, puis tout s'est comme super bien placé. Athlétisme Canada m'ont comme aidé beaucoup aussi dans la démarche. Parce que j'arrivais déjà avec un bon niveau de course à pied, puis j'étais tout prêt, d'être peut-être sûr de faire l'équipe des Jeux. Donc, c'est vraiment en 2012 que ça a passé tout près, là. J'ai manqué un petit peu de temps. À cette époque-là, il y avait seulement le 1500 mètres. Je me rappelle encore de la course, la dernière chance où j'ai essayé d'effectuer le standard. Puis je suis passé à une demi-seconde de réaliser le standard au 1500 mètres. Fait que ça passait très proche, là. Mais c'est ça, ça a été vraiment 2012, une année charnière aussi là, dans tout ça, là. Donc, tu as pu participer aux Jeux paralympiques pour la première fois à Rio en 2016? Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment un long processus après 2012 là, qui s'est entamé. Ça a commencé justement un peu avec l'échec de ne pas m'être classé, mais en même temps, j'avais tellement de choses à apprendre dans le sport. J'étais très nouveau dans tout ça. J'ai progressé j'ai progressé au niveau de l'entraînement. J'ai augmenté graduellement aussi le volume d'entraînement. Puis c'est vraiment en 2013, j'ai réussi à me classer pour les championnats du monde pour la première fois. Puis avec ça, tout le sport qui vient avec, là, au Canada, c'est un système de brevets qui était un support financier vraiment important pour les athlètes. Ça permet de pouvoir se concentrer presque exclusivement sur le sport. Donc, c'est là que ça a vraiment débuté en 2013 pour ma première équipe nationale. Puis, à ce moment-là aussi, ça a tout le temps été pour moi un éternel. À chaque saison, à chaque fin de saison, je fais un peu un bilan de qu'est-ce que je peux faire pour devenir un meilleur athlète, pour me rapprocher de mes objectifs que je me suis fixés. Puis souvent, ça passe par des changements dans la façon de m'entraîner ou faire des nouvelles choses que je ne faisais pas avant. En 2013, j'ai décidé de changer de club, d'aller m'entraîner à Québec pour joindre un peu à ce moment-là, le Rouge et Or était en train de devenir une des puissances sur le circuit national, je dirais. Et même à l'échelle canadienne. Oui, c'est ça, exactement. C'était entre autres les débuts. Charles Philibert Thibouteau était à l'université, il avait comme il amenait plein d'autres gars dans son sillon à s'entraîner super fort. Mon bon ami Danny Racine, avec qui je courais à Victoriaville, lui avait décidé d'aller à l'université là-bas. Moi, j'ai décidé après comme 6 mois, je voyais qu'il progressait énormément. Puis là, je dis, parfait, moi aussi, je dois aller là-bas. C'est là que ça se passe. Puis là, j'ai changé d'entraîneur, malgré que ça allait super bien quand même avec mon entraîneur. C'est juste que je m'entraînais seul à Victoriaville. Je n'avais pas vraiment d'installation. Il n'y avait pas de piste d'athlétisme, pas de piste intérieure. Donc, ça semblait complexe un petit peu, là. Puis, c'est là que j'ai joint le groupe. Puis, c'est là aussi que j'ai compris qu'il y a d'autres bons coureurs, puis il y a moyen de se comparer, puis de progresser dans tout ça. Puis, c'est Félix-Antoine Lapointe, dans le fond, qui m'a entraîné à partir de ce moment-là. Ça a été vraiment une expérience intéressante justement en 2013, de dire je fais des changements, je vois qu'est-ce que ça donne. Puis 2014, j'ai déjà récolté un petit peu les fruits de ça. J'ai progressé de quand même plusieurs secondes. J'ai abaissé à peu près tous mes records personnels. Puis 2015, c'est là que ça a vraiment plus payé. J'avais décidé d'aller faire des camps d'entraînement en altitude pour essayer d'améliorer un peu mon niveau de performance. C'est là que j'ai commencé à avoir plus de succès. Puis après ça, il y a eu Rio en 2016, que ça a été ma première expérience au jeu. Donc, bref, c'est un peu tout ça. Là, à chaque année, le re-questionnement de qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de moins bien. Puis je pense que c'est quelque chose que chaque athlète devrait faire. Là, des fois, on a tendance à être trop sur le pilote automatique, de dire, OK, je fais ce qui est écrit sur le plan, mais on doit un peu se questionner par rapport à comment on le fait, est-ce qu'on le fait bien, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire, puis je le fais encore à chaque année. Là, que même dans les saisons qui fonctionnent bien, je le fais toujours. Là, je pense que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Là.
Maintenant que tu es allé à 2 Jeux paralympiques, participé à plusieurs championnats du monde, c'est quoi la prochaine frontière pour toi? C'est quoi the next best thing? Ben, je dirais c'est un peu différent là, tu sais, depuis Tokyo, entre autres. Tu sais, j'ai vraiment mis le paquet je dirais dans ma carrière là, de coureur. Tu sais, j'ai quitté mon travail. Je travaillais en 2015. J'ai quitté ça, donc tu sais, je focusais juste là-dessus. Je voyageais partout. Tu sais, les années des Jeux, c'est des grosses années. Puis, tu sais, là, j'ai comme tout ce qui me manquait, je dirais un peu à mon palmarès, c'était une médaille aux Jeux paralympiques. Puis, tu sais, j'ai tout essayé. Ça n'a pas fonctionné ni à Tokyo ni à Rio. Ça a passé proche quand même, mais tu sais, pour la prochaine, je dirais les prochaines années, tu sais, je sais que tu sais, j'ai 35 ans maintenant. Euh, c'est pas que je ralentis, mais tu sais, mes belles années sont plus en arrière qu'en avant. Donc, j'essaie juste de continuer à devenir tu sais, un bon athlète, utiliser mon expérience dans les courses, tu sais, ça aide. Mais tu sais, je pense que je veux juste continuer à m'entraîner. J'adore m'entraîner, j'adore faire ce que je fais, avoir la chance de gagner ma vie de la course à pied. Donc, je pense au moins continuer jusqu'à Paris. Après ça, on verra vraiment, là, mais je pense que les 3 prochaines années là, qui restent, ben, même pas, là, 2 et demi, quasiment, ça va vite. Ça va être ça, il y a des championnats du monde l'année prochaine, mais en gros, c'est vraiment d'avoir du plaisir dans tout ça, puis de profiter des expériences le plus possible. Puis espérer, je pense que ça a abordé les courses un peu différents aussi. Des fois, avec l'expérience, on est capable de savoir quelle erreur éviter. Puis, tu sais, si ça donne le résultat que je souhaite à Paris, ben, tant mieux. Mais sinon, je pense que je veux juste avoir du plaisir dans le processus. Puis je pense que c'est vraiment important dans un sport comme la course à pied, là, les gens qui nous écoutent, puis même toi, Olivier, quand on met beaucoup d'heures puis beaucoup de minutes à mettre un pied devant l'autre, là, comme je dis souvent, Ouais, ouais. faut aimer le processus, il faut aimer tout ça. Là, fait que je pense que c'est ça un peu la suite là, des prochaines années dans le sport là, pour moi. À quoi ça ressemble aller participer à des Jeux paralympiques? Pour nous qui savons pas un peu c'est quoi la vie d'un athlète de carrière, une personne qui se Mhm, consacre exclusivement à ça, tu t'es parti de la maison au moins une semaine complète, vivre dans le village des athlètes. mhm. Ben, C'est quoi l'ambiance là-bas? Qu'est-ce que tu vis comme expérience? c'est vraiment, ben, tout d'abord, il y a eu comme Rio et Tokyo qui sont comme tu sais, deux jeux complètement différents. Tu sais, là, on a eu les jeux de Tokyo étaient vraiment, tu sais, avec raison. Là. Je pense qu'il y avait, c'était la façon sécuritaire de les organiser. Mais en gros, à quoi ça ressemble, souvent, ben, tu sais, c'est pas mal tout le temps en fin de saison. Là, tu sais, pour nous, c'est comme au mois d'août environ. Puis, c'est comme il y a comme dans l'année, si on regarde l'année, c'est vraiment, il y a la phase je dirais, de classifier, pour se classer pour les Jeux qui est comme habituellement de janvier à juillet. Juillet, c'est les championnats canadiens. Donc, c'est la dernière étape là, pour se classer. Puis, c'est quand même un processus assez stressant, tu sais, de dire, OK, cette année, il faut que je cours vite, faire les standards avant juillet. Tu sais, j'ai pas le choix, j'ai cette date-là même si c'est des standards qu'on est capable, que les athlètes sont capables de faire. Dans mon cas, c'était pas inaccessible, mais c'était juste, il fallait que je le fasse. Ça vient avec son lot de pression. Ça vient aussi avec le lot que les gens parlent beaucoup des Jeux aux 4 ans. Puis les gens partout, c'est l'année des Jeux, là, tout le monde nous le rappelle. Ils nous disent Hey, c'est des Jeux cette année. La pression, on dirait, est partout autour de nous. Fait que c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, pour ce qui est des médias aussi, beaucoup plus d'attention aux médias, plus de demandes, plus de tout ce qui va avec. Puis après, ben, quand on a réussi à se classer pour les Jeux, ben, là, on entame la dernière phase de préparation. Dans mon cas, c'est souvent, dans les deux cas, j'ai fait 2 camps d'entraînement en altitude avant les Jeux de Tokyo et de Rio. Là. Je suis allé à Park City en Utah pour Rio, puis à Flagstaff en Arizona pour Tokyo, qui sont comme des bons lieux aux États-Unis là, qui sont vraiment intéressants là, pour l'entraînement. Puis, donc, ça ressemble à ça. On fait comme le dernier gros bloc, puis après, on arrive dans les 2 dernières semaines que c'est
c'est là qu'il commence, c'est comme la fin des derniers gros entraînements, le début du ce qu'on appelle le taper ou l'affûtage. Puis c'est là qu'on voyage aussi. Tu sais, habituellement, on arrive, tout dépendant c'est où, mais disons, Rio, j'étais arrivé à peu près 4 ou 5 jours avant ma compétition, donc pas trop longtemps d'avance parce que c'est dans le même fuseau horaire. Tu sais, je pense que c'est même 1 heure et 1 heure plus tard, c'est le même fuseau horaire que les maritimes. Donc, tu sais, c'est juste le voyagement qui est long. Donc, c'est 10 heures aller en avion, un vol direct. Donc, c'est de gérer un peu toute cette phase-là. Puis, versus Tokyo, ben là, Tokyo, c'était le décalage horaire, l'adaptation à la chaleur aussi. C'était tout ça. Donc, je suis arrivé beaucoup plus tôt à Tokyo. Je suis arrivé environ 2 semaines avant ma compétition. On est allé faire un pré-camp d'entraînement à Gifu, qui est comme une préfecture qui est comme un petit peu plus loin, à 5-6 heures environ de Tokyo. Puis, tu sais, c'est vraiment une phase de, le fun, mais là, on a comme beaucoup de temps à penser parce qu'on commence l'affûtage, donc on s'entraîne moins, puis on profite un peu du temps. Puis là, mais là, quand on a beaucoup de temps, on pense beaucoup, on essaie de faire des trucs pour pour penser à autre chose. Tu sais. Puis à Rio, c'était super facile. Tu sais. Rio, je prenais l'autobus, je sortais du village des athlètes. Ma famille était là, j'allais passer une journée à la plage, pas une journée, mais mettons des fois un petit après-midi à la plage, les superbes plages de Rio, puis j'allais relaxer, parce que souvent la phase d'entraînement est presque terminée. On fait un petit entraînement le matin, puis c'est réglé. Ouais. Puis à Tokyo, Tokyo, c'était je faisais l'entraînement. En fait, c'était à Gifu. Puis, parce que je suis arrivé à Tokyo juste quelques jours avant, peut-être 4 jours avant les Jeux, avant ma compé. Puis là, ça a été complètement l'inverse. Tout ce qu'on avait à faire, c'est on allait à la piste. Puis on pouvait faire, si j'avais un jog de, mettons, 15 km, c'était autour du stade. Je pouvais pas aller nulle part ailleurs. Puis après ça, on retournait en autobus à l'hôtel qui était juste au bord. Puis après ça, on mangeait. Puis on retournait à l'hôtel. Puis on mangeait. J'avais une super belle vue de ma chambre, là, par contre. Ça, je peux pas me plaindre, mais c'était ça. C'était vraiment les Jeux de Tokyo, c'était vraiment différent. Le contrôle strict. Ouais, on pouvait pas sortir de notre chambre. Je dirais, les seules choses, c'est drôle, je l'avais amené sans y penser, mais une des seuls souvenirs que j'ai ramené, c'est justement un verre je l'ai ici, là, un petit verre d'une compagnie en fait, j'ai acheté ça à l'aéroport, c'est en revenant. C'est le seul endroit où j'ai eu accès à acheter des trucs, là, parce qu'on ne pouvait pas sortir nulle part à Tokyo. Donc, mais dans le village, l'ambiance, c'est vraiment le fun. Tous les athlètes, il y a une fébrilité. Quand il y a des athlètes qui gagnent des médailles, les gens reviennent. Il y a comme une belle ambiance. Mais aussi, on vit un peu les échecs des fois des gens, sans dire les échecs, mais les déceptions. On le ressent. On sent un peu la compassion entre athlètes que des fois, ça arrive à d'autres. Je rappelle l'équipe de basket féminine en fauteuil roulant. Il y avait une super belle équipe, puis c'était leur chance de gagner une médaille. Puis, ils ont perdu, je pense, en quart de finale ou en demi, en tout cas. Puis, c'est crève-cœur, puis je sais ce qu'ils ressentent. Fait que c'est un peu tout ça. C'est un mélange de toutes ces émotions-là. Puis, on profite aussi des super belles installations de courir dans des stades comme ça. C'est magnifique. Là, il n'y a pas de vent, c'est ça qui est étonnant. Les conditions sont exceptionnelles, il n'y a jamais de vent. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Là. Même s'il fait 38 degrés à longueur de semaine. Exactement, il y a ça. Là. Au Jeu de Tokyo, ça a été ça le défi. C'est la chaleur. La chaleur au Japon, c'était vraiment incroyable. Donc, c'est de garder l'hydratation, c'est un peu ça. Je rappelle le directeur de haute performance d'Athlétique Canada, Simon Nathan, il était là à plusieurs jeux, il a vu plusieurs athlètes performer, sous-performer. Puis il dit les jeux peuvent pas se gagner 2 semaines avant, mais ils peuvent se perdre 2 semaines avant. C'est dans les dernières phases, les erreurs qu'on peut faire. Puis des fois, on connaît tous les pièges, toutes les choses à éviter. Puis malgré tout ça, ça peut arriver. C'est vraiment l'athlète qui réussit à mieux gérer cette dernière phase-là qui va arriver le plus près
à la ligne de départ, puis ultimement, ben, peut-être d'un premier à la ligne d'arrivée. Là. Donc, c'est vraiment une préparation importante. Il faut penser un peu à tout, du moindre détail à est-ce que je prends un café chaud le matin avant ma course ou un café froid. C'est tout préparer ces petits trucs-là avant la course. Donc, je pense que de visualiser tout ça, mais aussi de se préparer un plan de match, je pense que c'est important. Puis les gens, quand ils arrivent à des courses comme que ce soit le marathon d'Ottawa, le marathon de Montréal ou à Québec ou des courses de trail, cette préparation-là est vraiment importante, de dire OK, qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas arriver le matin de la course et dire ah bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme stratégie? Ça se planifie un peu d'avance. C'est ça. L'avoir testé plusieurs fois exactement. en entraînement dans les semaines qui précèdent. Profiter du temps additionnel qu'on a durant l'affûtage pour réfléchir à ces choses-là. 3, 6, 9 jours avant la course plutôt que 3, 6, 9 heures avant la course. Exact. Un 14 minutes 47 sur 5000 mètres. Là, moi, je pense pas que je serais capable de faire un 3000 mètres à cette allure-là. Là. C'est plus qu'une minute plus vite que... Ça se gère comment une course comme ça où tu te mesures à des athlètes que j'imagine t'affrontes très rarement, à part quand tu arrives aux Paralympiques, tu ne compétitionnes pas contre eux. Ou championnat du monde, c'est championnat du monde ou Paralympique, là, pratiquement. Ouais. Donc 2 fois par 4 ans. Exactement, oui. Tu as une idée générale d'à peu près qui a déjà couru quel temps? Oui, un peu, maintenant, surtout avec les médias sociaux, puis Strava, puis tout ça, on est capable de suivre, puis je dirais, en parathlétisme, c'est un peu touché de savoir on a des classements mondiaux, puis de courir un temps avant, ça peut aider d'être rapide dans on arrive bien classé ou bien qualifié, mais c'est des championnats, donc s'il n'y a personne que ça y tente d'avoir une course rapide dès le début, à ce moment-là, il n'y a personne qui y va. Puis tous les gars qui ont des bons sprints finaux, ils font juste attendre le sprint parce qu'ils savent qu'ils sont capables de courir un dernier tour en 56 secondes, mettons. Donc, c'est un peu... moi, dans mon cas, tu as parlé du temps que j'ai couru à Tokyo. La première partie de la course était quand même relativement pas super vite. Donc, les 2 premiers kilos ont peut-être été un petit peu en bas de 3 minutes au kilomètre, un petit peu au-dessus de 3 minutes du kilomètre. Donc, on avait comme un peu du retard par rapport au chrono final que j'ai fait. Mais après ça, c'est moi qui ai été un peu essayer d'amener une course rapide parce que c'était à mon avantage, selon moi, parce que j'ai pas justement la capacité de terminer un dernier tour en 56 secondes. J'aimerais ça, là, mais c'est pas dans mes forces. Donc, c'était ça. Puis, je suis arrivé avec 800 mètres à faire. J'étais encore à l'avant, mais les autres gars, ils ont comme juste resté en arrière tout ce temps-là, puis à s'économiser. Puis, la chaleur n'a probablement aussi pas aidé dans mon cas. Puis, là, après ça, le sprint final s'est lancé dans le dernier 800 mètres. Puis, ça a été plus difficile, mais je suis quand même fier. C'était une course c'était la course que je devais faire qui me donnait une meilleure chance de remporter une médaille. Mais le résultat n'a pas été là, mais en même temps, je n'ai pas le regret de ne pas l'avoir fait. Peut-être que ça aurait été exactement le même résultat. En fait, ça aurait probablement été le même résultat si j'avais attendu le sprint final. Puis ça aurait été comme j'aurais eu des regrets. Donc, je préfère justement avoir une course sans regret puis l'avoir essayé. Puis comme ça, ça a donné ce que ça a donné, mais c'est correct comme ça. Puis d'être fier de la performance que tu as livrée parce que tu as été honnête avec toi-même. Oui, exact. Puis, c'est une course que j'avais déjà planifiée depuis le début. Avec mon entraîneur, cette façon de courir-là, on avait quasiment établi ce plan de match-là 6-7 mois à l'avance. Puis on avait fait l'entraînement en conséquence. Fait que, c'est ça, j'ai été fier de toute la préparation qui va avec. Je suis arrivé là avec... j'avais jamais fait autant d'entraînement. La dernière année, les 365 jours avant les Jeux, ça a été mes 365 plus grosses journées de course. Là. Donc, je suis arrivé là vraiment très en forme. C'est sûr que ça ne s'est peut-être pas réalisé sur le résultat final, mais j'avais rarement été aussi en forme de toute ma vie. Là. Donc, il faut être fier du processus aussi souvent, parce que une course, c'est une journée. Là,
puis c'est une finalité, mais tu sais, je veux dire, c'est un résultat, mais c'est pas nécessairement une finalité. Puis, tu sais, on apprend beaucoup dans tout ça. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête sur comment on a évolué dans cette année-là, dans ces années-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je suis fier. Puis que tu sais, je suis pas amer de ça du tout. Là, tu sais, ça fait partie de la game, là, comme on dit. Là. Ça peut arriver des résultats mais on a le droit d'être déçu quand même. C'est ça. Je l'ai été, mais je suis fier quand même. C'est un peu un mix des deux. Là. Ouais, j'aimerais ça pouvoir être déçu comme toi de faire des performances comme celle-là, mais Ouais. chacun à son niveau. À quoi ça Exact. ressemble pour un gars, tu dis là, comme toi, là, 365 jours d'entraînement, là, une semaine normale dans la vie d'un athlète qui s'entraîne pour aspirer à cette plus haute sphère-là, là, quelle place la course occupe dans chaque journée? Qu'est-ce que tu fais jour par jour? Ben, mes journées de type, là, ben, je peux en parler. Hein, tu sais, c'est sûr, comme je dis, j'ai la chance de pouvoir optimiser tout ça à cause du brevet et du support financier que je reçois de Sport Canada, qui est l'organisme qui supporte les athlètes au Canada. Donc, tu sais, c'est le fun. Tu sais, j'ai pas à me lever à 6 heures le matin, faire ça avant le travail, faire ça. Tu sais, je peux travailler à temps partiel, faire toute ma journée d'entraînement comme ça. Donc, souvent, ça arrive le matin, je me lève tout le temps pas mal. Je suis très régulier. Là, c'est vraiment une routine. C'est comme c'est ça que souvent les athlètes aiment aussi, là, c'est d'avoir une structure, une routine. Puis aimer sa routine aussi, je pense que c'est important. C'est son environnement quotidien, son environnement d'entraînement. Mais bref, je me lève à 7 heures. Moi, j'ai 2 enfants, donc ma conjointe se lève un petit peu plus tôt parce qu'elle elle commence à travailler plus tôt. Donc, à 7 heures, quand elle est sur le point de partir, moi, je me lève, je fais les derniers préparatifs. Mon garçon est à l'école. Puis après, ma petite fille, ben, c'est moi qui vais la reconduire à la garderie. On a un système de transport en commun là, à Victoriaville, système de taxibus. Donc, à 8h30, c'est pas mal tout le temps là. Donc, je vais la reconduire à ce moment-là. Mais souvent, avant, je fais quelques exercices pour m'activer parce que je pars de la garderie à la course je pars mon entraînement là, pas mal à tous les jours. Là. Ceux qui me suivent sur Strava, ben, c'est pas mal tout le temps là que je pars. Le point de départ est tout le temps à cet endroit-là. Puis, donc, ben, mes semaines aussi, là, le lundi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit entraînement le matin. Je vais aller jogger 20 à 30 minutes parce que le soir, je vais à Québec pour faire la séance d'intervalle. Donc, c'est juste une petite activation le matin, 20 à 30 minutes. Puis, souvent, ben, j'en profite pour travailler dans ce moment-là. Mais sinon, les mardis, mercredis, jeudis, ça se ressemble beaucoup. C'est les journées où je fais juste des jogs, je dirais, jogs réguliers. Je vais partir, je vais aller courir habituellement entre 18 et 20, 22 kilos. Puis après ça, je reviens soit à la maison pour faire des exercices de renforcement du gainage que je peux faire à la maison. Ça va prendre à peu près 30-40 minutes. Ou sinon, je vais au gym faire mon entraînement régulier là, avec des poids un petit peu plus. Après ça, je reviens pas mal tout le temps à l'heure de dîner là, avec tout ça. Puis, dans le début d'après-midi, souvent, j'ai comme toute ma routine pas de flexibilité, parce que ce pas des étirements que je fais, mais vraiment j'ai un gun à massage qu'on appelle, que là, je prends vraiment un bon 20-30 minutes pour me masser, comme si c'était un peu se rouler. Puis après ça, je prends un autre 20 minutes environ que j'ai des exercices comme de physio que je fais pour garder des acquis un peu, renforcer certaines parties de mon corps qui sont souvent faites parce qu'on est des coureurs. Puis ça ressemble pas mal à ça. Après ça, ben là, il est habituellement 1h30 environ, 2 heures. Puis là, ben là, le reste du temps, ben, je travaille, puis je travaille pour le coaching du coureur. Puis ben, mon gars arrive de l'école à 3h30. Puis là, c'est devoir, souper, routine du dodo, bain, etc. Là, tout le monde vit probablement. Là. Puis sinon, ben, quand je vais à Québec, c'est des séances d'intervalle. Je fais à peu près 2 séances d'intervalle par semaine, les lundis et vendredis. Des fois, ça va être comme sur un cycle de 2 semaines, je vais en avoir 5, ça arrive. Donc, c'est mettons lundi, vendredi. La semaine d'après, ça va être lundi, mercredi, vendredi.
Puis la fin de semaine, c'est à peu près pareil, sauf que la fin de semaine, souvent, je fais juste des jogs. Là. Je ne vais pas faire la muscu ou mon renforcement. Là. Ça va être plus la semaine que j'essaie de garder ça. Parce que la famille est à la maison puis que papa ne peut pas prendre 1 heure en revenant de jogger pour faire toutes ces petites autres activités. C'est ça, puis j'ai le goût aussi de dire, j'essaie un peu de le voir comme, sans dire comme un travail, là, mais j'ai la chance de pouvoir dire je le fais pendant la semaine, en fin de semaine, j'en fais un petit peu moins. C'est un peu l'inverse des gens qui travaillent, là, mais puis c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, puis ça donne à peu près une moyenne hebdomadaire là, de volume. Ça tourne entre 130, 140 km par semaine, tout ça. Puis ça ressemble à ça. C'est assez constant. J'essaie de garder une approche assez constante dans mon volume d'entraînement. Je ne vais pas vous faire beaucoup de variations. C'est sûr que quand j'ai une compétition, je vais souvent prendre une journée off, une journée de repos, en fait, 2 jours avant ma compétition. Mais habituellement, je ne prends pas trop de journées de repos. Là. Je préfère aller courir 30 minutes que de rentrer tout mon entraînement en 6 jours. Puis c'est pas mal, c'est ça, 7 jours sur 7. Là. Ça ressemble à ça. Puis même au lendemain d'un 5000 mètres, tu te sens assez bien pour aller jogger 20-30 minutes. Oui, vraiment. Honnêtement, ça aide. Là. C'est sûr que des fois, c'est moins le fun. Mais une fois qu'on est parti, puis souvent, ça aide à faire circuler un petit peu, à envoyer un peu de sang aux muscles, puis à récupérer un petit peu davantage. Donc, j'y vais tout le temps pas mal. J'essaie tout le temps d'aller jogger justement le lendemain. C'est très rare. Des fois, j'aurai une semaine plus mollo. Comme le vendredi, j'avais mon premier 5000 mètres de la saison. Donc, samedi, j'ai quand même. J'étais à San Francisco, donc je voulais profiter J'avais le goût de jogger à San Francisco. C'est une super belle ville pour ça. C'est rare que j'ai la chance de rester une journée de plus. Donc là, je l'ai pris, puis donc j'en ai profité. J'ai fait quasiment 1 heure et 1h20, 1h25 là, pour profiter de la ville, courir sur le Golden Gate et tout ça. Puis le lendemain, par contre, quand j'avais ma journée de voyagement, je suis juste allé courir 40 minutes. Puis lundi, repos. Puis là, j'ai comme une petite semaine de transition envers. C'est comme là, après, c'était comme un peu la fin de ma saison hivernale, début de la saison de printemps. Fait que c'est comme une mini-transition. Puis ça ressemble à ça. Puis entre les saisons, je dirais, j'ai tout un repos annuel. Je ne suis pas un grand fan d'arrêter de courir pendant 2 semaines, mais ça, c'est vraiment à titre personnel. Là, c'est mon expérience, des trucs que j'ai vécu. Ça m'est déjà arrivé de prendre 2 semaines de repos complet, 3 semaines même des fois. Puis souvent, je me suis rendu compte que je me blessais tellement davantage quand je recommençais. Même si je reprenais tranquillement, j'avais tellement de tension partout que je préfère maintenant juste comme je prends des fois 2-3 journées de repos de suite. Puis après ça, je recommence à courir. Je vais prendre, mettons, pendant 2 semaines de temps, là, je vais courir une journée 30 minutes, journée de repos le lendemain, courir 30 minutes, et ainsi de suite pendant comme 2 semaines de temps. J'appelle ça un repos actif. Là, puis, ouais, c'est ça. Puis depuis que je fais ça, je suis moins blessé dans les débuts de saison. Donc, je pense que ça peut être une bonne stratégie, mais des fois aussi mentalement, on a besoin d'un repos plus long de la course. Si vous arrivez, vous mettez vos souliers, si les gens remettent leurs souliers après 3-4 jours, puis sont comme j'ai pas l'intérêt, je pense que mentalement, vous avez peut-être besoin d'un plus long break. Puis je pense que c'est peut-être une meilleure idée de prendre plus long à ce moment-là. Puis c'est souvent trop tard qu'on s'en rend compte. Ça fait seulement 5-6 jours qu'on s'était arrêté de courir. Le 7e jour, on se sent bien. On se dit, ça me tente d'aller jogger, il fait beau. On y va, on le fait. 2e jour, on le fait. 3e jour, on le fait et tout. Puis là, quand ça fait 7, 8, 10 jours qu'on a recommencé, on se rend compte, je suis déjà tanné. Oui, c'est un bon point que tu amènes l'effet retardement. Là. Puis ça, c'est dans d'autres sphères aussi. Quand ça, c'est avec l'expérience. Là, on s'en rend compte souvent. Des fois, il y a une journée dans un jog qui est supposé être un jog facile. On se rend compte, Colin, j'ai des jambes aujourd'hui, ça va bien. Pourquoi pas aller un petit peu plus vite que d'habitude? Je me sens bien, c'est le fun. Mais 2, 3, 4 jours après, ce jog-là qu'on a fait qu'on a exagéré, on paye le prix dans la séance d'intervalle, qu'on est supposé être bien reposé, puis arriver, puis là, c'est le temps d'aller vite, puis on n'est pas capable parce qu'on a exagéré, puis triché un petit peu. Mais puis ça arrive souvent quand on court en groupe aussi. Là, ça nous arrive aussi. Des fois,
sur 10, il y en a un là, qui va se sentir bien, puis que lui, il va pousser le rythme, puis c'est ça. Fait que c'est le genre de truc avec l'expérience qu'on apprend, que les effets à retardement de toutes ces choses-là. Donc, Ouais. non, c'est un bon point que tu as amené. Moi, au surlendemain de marathon, le mardi, là, je me sens là, comme $1 million. C'est bizarre, hein? Je m'en irais faire des intervalles, là, tu sais. Ben, moi, étonnamment, le lendemain de l'intervalle, c'est souvent ça. Tu sais, mettons, vendredi, j'ai l'intervalle. Samedi, je me sens, waouh, super bien. Je ne sais pas si c'est une question hormonale ou de la récupération que le corps sécrète. J'ai aucune idée. Mais moi aussi, j'ai les mêmes feelings. Souvent, on se sent super bien après. Sauf que si on n'a pas la sagesse, parce que moi, ça a été quelques fois ça, le mardi après mon marathon, le dimanche, là, j'allais faire mes intervalles. Je me disais, je me sens super bien, j'y vais. Tu sais, de Ouais. toute façon, je voulais monter à la piste pour voir la gang. Écoute, je vais faire la séance avec eux plus relax, mais tu l'as fait, mais tu te sens bien. Mais le Oui, mercredi matin, quand je me réveillais, ouais, c'est ça. Il n'y a personne de surhumain, hein. C'est ça qu'on se rend compte. mais Le non. corps nous le rappelle éternellement. Mais des fois, avec un décalage. Des fois, Oui, exactement, tu oui. es en train de te blesser, mais tu t'en rends pas compte. Puis Ouais, là, le petit bobo, on dirait que là, il est parti. Ah, c'est beau, je vais recommencer. Puis pouf, c'est là que ça tombe. Puis là, tu fais, ben exact. voyons. Quand la ligne est très mince, souvent, entre se blesser, justement, ou juste comme la fatigue, c'est tout ça qui est. La ligne est super mince. Puis, tu sais, souvent, il faut être prudent, puis juste comme être plate, des fois, puis dire, ben non, c'est pas ça. C'est la triste réalité, mais c'est ça. Des fois, c'est plate, mais ça fait partie ça fait partie du sport, puis de l'apprentissage. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont refaire les mêmes erreurs. Probablement qu'on va les refaire, nous autres aussi. Mais c'est ça, c'est avec la sagesse, puis je dirais l'expérience qu'on le vit, puis après, on apprend avec ça, là. Exact. Exact. Fait que là, on a une saison de course sur route qui s'en vient. Toi, tu disais que là, tu as fait un 5000 mètres, tu arrives à une sorte de transition. Te diriges-tu vers, toi aussi, quelques courses sur route au Québec ce printemps ou ailleurs au Canada? À quoi vont ressembler tes prochains mois? Oui, ben c'était un peu le plan. Tu sais, dans le fond, le plan était de comme faire une longue saison d'hiver pour. C'est comme un peu le fin de ma préparation d'hiver, le dernier 5000. Donc là, ça va être. Le but, c'est de refaire peut-être un autre 5000 quelque part au mois de mai. Comme celui que j'ai fait était. Tu sais, ça a peut-être pas été assez pour assurer plein de trucs au niveau du financement et des brevets et tout. Donc, je vais peut-être devoir en refaire un autre, mettons peut-être mi-mai, quelque part comme ça. Donc, j'avais planifié initialement de faire justement beaucoup de courses sur route pour m'amuser, entre autres. Tu sais, c'est le fun, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais là, je vais probablement juste diminuer le nombre de courses, là. Probablement seulement le défi du printemps, le 5 km du défi du printemps, euh, qui a lieu dans même pas 2 semaines, dans 10 jours à Québec, samedi le 15 ou 16 avril. Donc, ça, c'est la première course sur route. Je voulais faire justement le demi-marathon, faire mes débuts sur demi-marathon à Lévis, puis faire le 5 kilos de la clinique du coureur 2 semaines après, qui s'annonçait avoir deux pelotons super relevés. Donc, j'étais super motivé par ça. Mais là, vu que je fais un 5000 comme probablement mi-mai dans ces temps-là, ça ne sera pas un timing idéal. Mais non, je vais essayer d'en refaire. J'ai pas encore de plan défini pour la route ce printemps, à part ce 5 km-là. Mais peut-être que si ça se place bien comme entraînement, je vais essayer d'en faire un ou deux dans l'année. Puis sinon, à l'automne, c'est la saison d'automne aussi, là. Cette année, pour moi, il n'y a pas de championnat du monde, donc c'est vraiment une belle saison pour aller explorer un peu la route. Puis c'est le fun aussi, ça fait l'ambiance des courses sur route, c'est vraiment autre chose. Puis c'est le fun, c'est une belle expérience, là. Est-ce qu'on va te voir un jour sur. Là, tu disais faire ton entrée sur demi-marathon. Est-ce que tu disais qu'avec l'âge, la possibilité d'être de plus en plus rapide sur 5000 mètres est de plus en plus Mhm. limitée? Est-ce que ça veut dire que tu vas te diriger vers des distances de plus en plus longues pour tester ton endurance? Ben, j'aurais vraiment aimé ça. C'est que le problème je suis dans la catégorie de T13, là. Il y a 3 catégories là, en paralympique pour les handicapés visuels. Euh, Puis T13, T11, T12, ils ont des marathons dans leur catégorie. Puis nous, il n'y a pas de marathon chez les T13. Donc, à moins que je devienne un T12, qui est comme si ma vision diminue, je pourrais peut-être prendre part chez les T12 au marathon. Mais si, c'est ça, je ne sais pas. L'année prochaine, j'aimerais savoir si je change pour les T12 ou non. Mais ça aurait été quelque chose qui m'aurait vraiment intéressé là,
je dirais, dompter la bête qui est le marathon. Je pense que chaque coureur, chaque épreuve est différente. Le 1500 mètres, c'est comme super le fun aussi. C'est complètement à l'opposé. Puis c'est une épreuve en soi. C'est la distance sur piste un peu plus mythique. Le 5000 aussi, 5000 c'est le fun. 10 000, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Mais marathon, c'est quelque chose que chaque coureur, je pense, doit essayer. Puis doit vivre un peu ce que le marathon peut donner. Puis chaque marathon est différent parce que chaque journée est différente. Puis comment on se sent le jour du marathon. Donc, ça aurait été vraiment cool. J'aurais aimé ça, mais peut-être pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, je vais être super excité. Là, ça va être cool. Là. T12 et T11, ça voudrait dire donc handicap visuel encore plus prononcé qui Ouais. nécessite que tu cours avec un guide ou. Oui, c'est ça exactement la différence entre les 13. Nous, les 13, on court sans guide. Les 12 ont le choix ou non de courir avec un guide. Puis les T11 ont justement un genre de bandeau ou des lunettes tapées pour être certain qu'ils ne voient pas, mais de toute façon, ils ne voient pratiquement pas du tout. Là. Puis ils ont un guide obligatoirement. Souvent, il y a quand même une bonne différence. Les T12, T13, ça se ressemble quand même un peu en termes je dirais, de niveau. Les T11, pas que ça court moins vite, mais c'est juste que souvent, c'est des gens qui sont nés avec des handicaps visuels de naissance. Donc, le développement moteur n'a pas été le même. C'est difficile de comparer. Versus les T11, T13, T12, c'est beaucoup de gens comme moi qui n'avaient pas d'handicap ou qui voyaient un petit peu, puis qui ont été capables, puis qui ont un handicap qui s'est développé autour de 15, 18, 20 ans. Donc, souvent des anciens athlètes qui switchent, qui s'en vont là. Donc, c'est vraiment trois catégories différentes. Donc, 12 et 13, des fois, ça arrive qu'ils compétitionnent même un contre l'autre. Donc, mais les 11, c'est différent. Les 11 sont pas mal seuls dans leur catégorie. Puis, c'est impressionnant de voir des gens, des T11 courir. Je pense que le record au 1500 mètres, c'est en bas de 4 minutes. Aux 15 km, pour 15 km, aux 5000 mètres, je crois que ça s'est couru une fois en bas de 15 minutes avec un guide. En voyant pas. Ah, ne pas du tout. Puis le synchronisme qu'ils ont, là, c'est impressionnant. C'est des gens qui courent 11 secondes aux 100 mètres. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est vraiment particulier. Là. Une belle leçon d'humilité pour nous tous qui avons toutes nos fonctions, mais qui ne serions même pas capables de faire ce que ces gens-là font. C'est ça, les capacités. C'est ça, les gens ont quand même ces capacités-là. Puis aussi, c'est quand on se donne les moyens de s'entraîner rigoureusement, je pense que chaque personne, peut-être pas tout le monde, mais il y a plusieurs gens qui ont des athlètes exceptionnels qui dorment en eux. Puis finalement, en se donnant les moyens, on est capable de faire sortir ça de chaque personne. Conseil de coach, puisque tu es toi-même coaché, mais tu es aussi coach. Oui, exact. Quand tu prépares des athlètes pour une saison de course sur route comme celle qui se profile, c'est quoi les 3 grandes recommandations que tu as à tes athlètes pour qu'ils soient le mieux préparés possible à avoir un résultat satisfaisant, qui leur donne une bonne base pour ensuite continuer à progresser durant le reste de l'année? Qu'est-ce que tu leur donnes comme truc? Je dirais la patience. Souvent, les gens, quand on demande justement 3 trucs, on s'attend à avoir 3 trucs miraculeux. La séance d'intervalle qui va nous faire progresser super vite. Mais c'est pas vraiment ça. Moi, c'est vraiment une approche de patience. Surtout si les gens n'ont pas couru beaucoup cet hiver, qui partent de loin. Soyez patients, attendez-vous pas à fracasser tous vos records le 15 mai. Là, soyez patients, soyez rigoureux dans votre entraînement. Partez tranquillement. Votre plus grand ennemi, c'est probablement les blessures à ce moment-ci de la saison. Donc, allez-y tranquillement. Suivez les recommandations de votre coach. Je pense que des fois, les gens ils veulent en faire plus ou en faire trop, mais souvent, des fois, le plan est fait pour ça. Je dirais deuxième recommandation, j'ai coaché plusieurs personnes sur différentes distances, puis de 5 km à marathon. Les gens, moi, je ne suis pas un grand fan de la très longue sortie là, dans les 3 semaines, 4 semaines avant. Souvent, les gens arrivent brûlés ou blessés sur la ligne de départ.
si, par exemple, vous prenez part à votre premier demi-marathon, ce qui est classique, là, il y a beaucoup de gens c'est un défi qui veulent se lancer, c'est un premier gros défi. On s'entend pour la plupart des gens qui prennent part à leur premier demi-marathon, ça va être 2 heures, 2 heures et demie dans les souliers. Donc, moi, des longues sorties de 2 heures et demie, j'en ai jamais fait. Si je fais ça, ben, je pense que je cours après une blessure. Là. Donc, c'est pour ça que les programmes d'entraînement sont faits que, oui, on va augmenter votre endurance. Vous allez être capable de courir probablement 1h45. On va peut-être vous amener à courir ça, 1h30 peut-être même. Mais le jour J, vous allez être capable de le faire, c'est certain, avec l'adrénaline, avec tout, rendu là, courir 1h45 ou courir 2h30, le 45 minutes de plus. Vous allez être capable avec la motivation de tout le monde alentour. Je pense que ça, je dirais, avoir peur de ne pas faire la distance, c'est une erreur classique que les gens font, ou faire trop, essayer d'aller se tester quelques semaines avant. Pire erreur, on vide les batteries là, souvent, puis on arrive sur la ligne de départ, pas d'énergie. Dernier conseil, je dirais, vous préparez, honnêtement, de choisir votre course. Mais de vous préparer en conséquence, entre autres en commençant l'entraînement tôt, mais d'avoir une stratégie je dirais, de qu'est-ce que vous allez manger le matin, qu'est-ce que vous allez avoir comme vêtements. Essayez vos vêtements avant. OK, annonce, ayez quasiment une charte, là, si vous voulez. OK, s'il fait 10 degrés avec de la pluie, j'ai essayé de mettre ça. Puis ça n'a pas fonctionné, je suis revenu, j'ai gelé. Ou s'il fait 15 degrés vers la fin, ou même à 7 degrés, est-ce que de partir avec juste des petits gants, puis un petit manteau, ou juste des manchettes, ou même en short, est-ce que c'est suffisant? Moi, je vous dirais que probablement oui, pour la plupart des gens, mais essayez-le avant. Trouvez vos zones pour arriver bien préparé le jour de la course, vous dire OK, parfait, vous regardez la météo, vous dites, OK, annonce ça, parfait, je vais mettre ça comme vêtement. Je vois beaucoup de gens surhabillés souvent dans les courses, surtout les courses de printemps. Puis les gens, souvent, on a vraiment chaud. Il y a des journées très chaudes, même au printemps. Donc, Ils enlèvent leur manteau, ils se le nouent autour de la taille pour finir la deuxième moitié de leur demi-marathon. Classique, exactement. Puis, il y a souvent beaucoup de points d'eau aussi. N'hésitez pas à vous renseigner sur les points d'eau. Puis, parce que souvent, dans un long effort, surtout au printemps, on n'a pas besoin d'hyper-hydratation. Donc, juste les points d'eau, ça devrait suffire. Pas besoin de s'encombrer d'une ceinture de gourde d'eau. Puis, en plus, ça vous rajoute du poids. Plus qu'on a de poids, moins on court vite. Donc, c'est ça. Donc, je dirais, c'est 3 conseils que je vous dirais peut-être de suivre. Vraiment être patient. Puis, faire confiance à l'entraînement que vous avez fait justement, pas nécessairement en essayant d'aller se tester ou d'aller faire la distance dans les semaines avant. Puis, bien se préparer les jours de la course. Ça, je pense que c'est 3 approches clés qui vont vous aider là, à bien performer dans la mesure du possible. Là. Puis rendu sur la ligne de départ, le coup de départ est donné. Comment on gère ça? Un 5 km, un 10 km, une épreuve assez brève. As-tu des barèmes que tu te donnes d'un point de vue de perception d'effort pour savoir à quel point de la course devrait être rendu où? Puis est-ce qu'à ce point-ci, est-ce que j'accélère? Est-ce que je décélère? Comment tu gères ça? Tout d'abord, l'échauffement. Il y a beaucoup de gens qui partent sans échauffement. Important, aller faire un échauffement avant. Vous êtes capable à peu près, à moins que ce soit un méga gros événement, comme peut-être le marathon d'Ottawa, où quand il y a 10 000 coureurs, c'est dur de reprendre sa place. Mais habituellement, quand on est capable de faire un petit échauffement, 10 minutes, quelques petites accélérations, les ABC qu'il y a, vous pouvez faire ça aussi. Après ça, vous arrivez 10 minutes avant, vous prenez votre place sur la ligne de départ, puis là, vous allez avoir un bon échauffement. Puis souvent, on part beaucoup trop vite. Tous les coureurs en premier kilomètre, on va trop vite. Donc, dites-vous que vous partez trop vite, puis qu'il faut que vous ralentissiez, puis probablement que vous allez être encore trop vite. Donc, c'est parfait. Donc, ça va au moins vous avoir ralenti un peu. Fait que le premier kilomètre, que ce soit un 5, un 10, ou même sur les plus longues épreuves, de ralentir. Mais 5-10 km, c'est plus les épreuves que j'ai faites. Mais de ralentir le premier kilomètre, assurément. Puis, c'est de trouver la zone qu'on est capable
qu'on est capable de soutenir. C'est pas évident, mais en faisant en ayant une bonne préparation à l'entraînement, ça peut aider. Sur 5 km, tout dépendant, il y a des gens que ça va être un effort dans les 15, 16, 17, 18 minutes, puis il y en a d'autres que ça va être dans les 30, 35 minutes. Donc, tout dépendant, le temps d'effort est vraiment différent. Pour ceux qui sont plus dans la braquette 15 à 25 minutes, mettons, il faut que vous passiez vraiment à 3 kilos dans un effort difficile, parce que c'est pas si facile. Il faut que vous sachiez faut quand même que vous sentez que vous êtes en contrôle. De dire, parfait, il reste encore 2 km, je suis capable de continuer dans cette zone-là. Puis après ça, habituellement, on est capable de faire le fameux sprint final. Là, quand on est capable de faire un effort d'à peu près 1 heure et demie, pas 1 heure et demie, 1 minute et demie en gros sprint, là, je pense que c'est capable. Donc, quand on arrive dans les 200-300 mètres avant la ligne d'arrivée, on va être capable de faire aller chercher une grosse dette dans ce dernier sprint-là. Puis, lancer le sprint de plus loin que ça, je pense que ça peut être vraiment désagréable et pas efficace non plus. Pour le 5 km, pour les gens justement, qui sont plus dans la braquette 25 à 40 minutes, mettons, je dirais, c'est vraiment essayer de trouver votre zone, mais très constant de la première minute quasiment à la dernière minute, essayer de gérer ça comme un long tempo qu'on est capable de garder cette zone-là. Puis, si vous êtes capable d'accélérer dans le dernier kilomètre, dans les 2 derniers kilomètres, tant mieux, Caroline, ça veut dire que vous l'avez bien géré. Ouais. Puis, même principe un peu, le 10 km, il y en a qui vont courir dans les 30, un petit peu entre 35 et 40 minutes. Là, c'est vraiment le même type d'effort. On essaie de garder la zone, puis d'être capable de parler, pas de parler un petit peu, mais de quand même être capable de dire quelques mots habituellement dans cette zone d'effort-là. Puis les gens qui vont plus courir vers le 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1h10, c'est vraiment un long effort qu'on est capable de faire des petites phrases là, quasiment parce que c'est quand même 1 heure d'être pratiquement dans vos souliers. Donc, ça devrait plus je dirais, ressembler à la zone 3, mettons, qu'on utilise, mettons, l'entraînement. Bon conseil. Ça me prouve que j'ai déjà fait extrêmement peu de 5 et de 10 km puis que je ne suis pas du tout familier avec ces zones d'effort. Il y a plus qu'une façon, surtout sur 5 km, il y a plus qu'une façon là, de bien le courir, tout dépendant du niveau d'entraînement, niveau de forme. Là, mais je dirais pour la plupart des gens, ça risque d'être la meilleure façon de faire un bon 5 km. Là. Super. Je pense que ça a été des conseils bien instructifs. Je pense que tout le monde qui va avoir écouté ça ce soir ou qui va visionner ça en différé va être très bien outillé pour se préparer adéquatement à son épreuve, gérer adéquatement son effort pendant l'épreuve. Merci Guillaume d'avoir pris le temps de te présenter à nous, de nous partager ton expérience de paralympien qui m'était, en tout cas, à tout le moins à moi, très, très étrangère et qui m'en a beaucoup appris sur ta réalité. Puis, bonne saison de course diversifiée, d'autres 5000 mètres, la course sur route aussi pour toi. Bien, merci beaucoup, puis merci de l'invitation, c'était super apprécié. J'espère que les gens ont apprécié, puis les gens ont retenu quelques petits trucs. Si ça peut les aider, ça va être au moins ça d'accompli pour la journée. Exact. Puis si vous voulez profiter de la sagesse de Guillaume, il est un des coachs de notre club du coureur. Il va vous aider à vous préparer sur route pour vos prochains défis, pour les grandes courses sur route de l'année, si vous voulez vous entraîner spécifiquement pour une de ces épreuves-là. Donc, faites confiance à son expérience pour progresser en vous amusant au sein du Club du coureur. Merci tout le monde. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et on se parle le mois prochain avec Guillaume aussi et notre collègue Isabelle Morin pour jaser de nutrition et de performance. Bonne fin de soirée. Salut tout le monde.